Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, aujourd'hui, comment alléger les charges administratives pour les toutes petites entreprises et les auto-entrepreneurs. On va en parler avec Émilien Pécoul, il est le cofondateur de Super Indep. Il sera notre invité dans quelques instants. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, l'Asperger au travail, un livre écrit par Judith Citruc, mieux comprendre une différence invisible pour être plus efficace ensemble. C'est à la fois un livre d'analyse puis un livre extrêmement pratique. On fera le point avec l'auteur Judith Citruc. Et puis dans le cercle RH, beaucoup d'actualités aujourd'hui avec nos experts. On va parler du RSA rebond qui suscite une polémique. On va parler des démissions aussi. C'est pas la grande démission, mais un chiffre qui augmente en termes de démissions. On fera le point. Voilà les thèmes et on en parlera avec nos experts. Et puis fenêtre sur l'emploi, le salariat n'est plus has-been. Bah oui, le salariat, c'est une manière aussi de se protéger. On fera le point avec Julien Breuil, directeur relations entreprises à EDC Business School. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, comment faire lorsqu'on monte sa boîte, lorsqu'on est auto-entrepreneur, pour à la fois gérer ses clients, avoir des prospects, comme on dit, et puis en même temps, gérer toute la partie administrative. On en parle avec Émilien Pécoul. Bonjour Émilien. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir, cofondateur de Super Indep. Intéressant parce que vous avez une vie d'indépendant aussi, vous Émilien, d'un mot sur votre histoire. Et j'imagine que c'est un peu du vécu ce que vous avez créé comme boîte. Vous vous êtes dit, j'ai eu ces galères-là quand moi j'ai été indépendant. Ni plus ni moins, c'est exactement ça. Comme beaucoup d'histoires d'entrepreneurs, en général, on crée ce qu'on voudrait, en fait, ce qu'on aurait eu besoin soi-même par rapport aux expériences qu'on a vécues. Et effectivement, donc j'ai été freelance. Moi, je me suis lancé en 2013. D'ailleurs, j'ai toujours ma société actuellement en plus de Super Indep. Et effectivement, ce qui était très, très frustrant pour nous, en fait, avec mes associés, on a accompagné beaucoup de monde, notamment dans le monde de la tech, à passer du salariat au freelancing. Et comme vous le disiez, déjà, trouver des missions, être capable d'apporter une plus-value, etc., ça demande beaucoup de courage, ça demande une bonne prise en main, ça demande déjà beaucoup d'efforts. Et malgré ça, on voyait des gens, nous, qui échouaient. Et donc, on voyait des gens qui arrivaient à trouver des missions, qui arrivaient vraiment à bien se valoriser sur le marché, mais qui échouaient pour des raisons purement administratives. Et c'est vraiment ce point-là où on s'est dit, ça, il faut que ça cesse, c'est pas possible. Quelqu'un qui a réussi à se lancer, qui a réussi à trouver des missions, c'est pas possible que juste pour des raisons administratives, il échoue. Et donc, il faut qu'on trouve une solution par rapport à ça. Et c'est vraiment de là qu'est née l'idée de Super Indep. Super Indep, c'est contrairement à votre parcours, parcours d'indépendant, vous avez créé des entreprises. C'est une entreprise qui a levé 1 million d'euros. L'objectif, c'est de doubler les effectifs. Et c'est évidemment d'élargir le nombre de clients accompagnés. Vous avez de grandes ambitions quand même sur ce sujet. Exactement, puisqu'en fait, on s'est lancé donc en 2018 au moment du doublement du plafond de l'auto-entreprise qui a créé vraiment une nouvelle problématique sur le marché liée au fait que les auto-entrepreneurs pouvaient se retrouver à devoir gérer notamment de la TVA quand ils dépassaient un certain seuil de chiffre d'affaires, ce qui n'existait pas avant. Donc vraiment, ça a créé un gros appel d'air sur le marché du freelancing avec le statut auto-entrepreneur. Mais le problème de l'auto-entreprise, malheureusement, c'est que en fait, ça a été pensé, alors c'est à la fois une force et une faiblesse, du coup, ça a été pensé pour ne pas qu'il y ait de comptabilité à gérer, dans le sens bilan, liasse fiscale, tout a été pensé de façon forfaitaire pour que vous n'ayez pas à devoir proposer des bilans et des liasses fiscales, et donc idéalement pour que vous puissiez vous passer d'un comptable. Sauf que le comptable, c'est aussi la personne qui vous accompagne, qui vous aide quand vous avez des galères avec l'URSSAF, à qui vous pouvez poser toutes vos questions, et du coup, c'est vraiment finalement cette partie-là qui manquait pour les auto-entrepreneurs et c'est vraiment ce que propose Super Indep. Donc on a lancé ça en 2018, ça a très très bien marché et ça nous a permis effectivement fin 2022 de lever 1 million d'euros et donc le but pour nous, aujourd'hui on accompagne plus de 1000 auto-entrepreneurs et le but en effet c'est d'aller beaucoup plus loin que ça, d'accompagner beaucoup plus d'auto-entrepreneurs et aussi sur beaucoup plus de sujets potentiellement que juste l'URSSAF et la TVA, mais de pouvoir aller toujours plus loin pour vraiment alléger la partie administrative. Émilien, pour qu'on comprenne bien votre business, vous n'avez pas 1000 collaborateurs qui se déplacent chez chaque auto-entrepreneur dans sa petite maison sur la table de la cuisine avec un ordinateur. Vous avez un outil plateforme, il y a de la tech. Évidemment, pour massifier, il faut avoir un outil tech, on est bien d'accord.
Exactement. De toute façon, les 3 cofondateurs sont des techs à la base, donc c'est effectivement, une structure tech. La vraie plus-value de notre service, c'est qu'on va être capable d'analyser en temps réel les organismes sociaux. Donc en fait, les clients qui s'inscrivent chez nous, on va, à partir de leurs informations, aller chercher en temps réel toutes les informations au niveau URSSAF, au niveau des impôts, et on va recouper toutes ces informations en temps réel pour s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie. Donc on a des algorithmes en fait qui cherchent des anomalies sur les comptes de nos clients en permanence toutes les nuits. C'est un peu comme si on avait automatisé une sorte de mini contrôle fiscal pour auto-entrepreneurs qu'on fait toutes les nuits. Et du coup, quand on trouve des anomalies, bah, évidemment, on est beaucoup plus simple, beaucoup plus sympa que les impôts. Et donc, plutôt que de donner des dettes ou des problèmes à régler, on va justement régler le problème en amont. Et donc, notre promesse, c'est que du coup, jamais vous ne recevez un courrier des impôts avec ces mauvaises nouvelles qui sont toujours très anxiogènes. Un tout dernier mot, il y a évidemment cet enjeu de développement. En termes de création d'emplois, parce que je comprends quand même dans votre développement, c'est que vous allez aussi recruter, c'est intéressant puisqu'on parle beaucoup emploi et recrutement dans notre émission. Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, il y a un vrai accompagnement en fait chez Super Indep, c'est-à-dire que nos clients, en plus d'automatiser toute la partie effectivement déclaration, on leur propose aussi un vrai accompagnement, c'est-à-dire quelqu'un à qui ils peuvent poser toutes leurs questions sur la gestion, parce que de toute façon, les auto-entrepreneurs, la plupart du temps, sont des primo-entrepreneurs et donc ils ont évidemment énormément de questions, voilà, sur hors taxe, TTC, la TVA, quels sont les impôts, comment je fais pour me payer, comment je fais pour me régler. Et donc tout ça, il faut qu'ils aient quelqu'un qui puisse les accompagner sur ce sujet-là. Là, ils ont- Et donc effectivement, on a besoin au niveau accompagnement vraiment de monter en puissance. Et c'est pour ça qu'on va chercher à recruter jusqu'à 20 personnes d'ici la fin de l'année. Allez sur le site Super Indep, vous êtes auto-entrepreneur, ben vous serez accompagné évidemment avec ces machines qui tourneront toute la nuit et qui vont évidemment vous accompagner et régler multitude de sujets. Merci Émilien Pécoul d'être venu nous rendre visite. Vous viendrez peut-être un jour sur le plateau en vrai pour faire J'espère. la suite de votre aventure, cofondateur de Super Indep. On tourne une page, c'est le cas de le dire, le livre de Smart Job comme chaque semaine et on parle de l'autisme. Le livre de Smart Job pour parler de l'autisme, de l'Asperger. Avec ce livre passionnant, l'Asperger au travail, écrit par Judith Citruc, elle est notre invitée et on va lui donner la parole dans quelques instants. Mieux comprendre une différence invisible, c'est important pour être plus efficace ensemble. Alors, ce n'est pas un livre d'évangélisation, Judith, c'est un livre extrêmement pratique. D'abord, je voudrais qu'on commence notre interview et notre rencontre. D'abord, par préciser à ceux qui nous regardent que vous êtes, vous aussi, concerné, c'est le terme utilisé, par le syndrome Asperger. Oui. Je ne donnerai pas votre âge, mais il a été détecté, j'allais dire, en fin de carrière. Toute votre vie, Oui. vous avez vécu avec ce syndrome sans que jamais vous en ayez, qu'on vous ait mis un nom sur ce que vous viviez. Qu'est-ce que vous viviez jusqu'à 57 ans et qu'on ne vous avait pas dit ? Ah, je savais pas que je vivais quelque chose de différent, hein. Je vivais à travers. J'ai eu plusieurs métiers et toujours j'avais la chance de partir parce que j'ai fait de l'intérim, par exemple, parce que mon mari voyageait, je partais avec lui, etc. Mais toujours il y avait quelque chose qui coinçait. Je savais pas quoi. Qui coinçait, c'est-à-dire dans l'organisation, dans la manière Dans la manière dont moi je me sentais. J'étais pas bien. Il fallait que je rende des comptes, il fallait que je sois précise. Alors j'avais plein d'autres idées, etc. Et autant on m'adorait parce que j'étais sympathique, j'étais vivante, etc., dynamique. Autant à un moment donné, ça cassait. Il y avait quelque chose qui marchait plus et ouf, je pouvais partir. Okay, et, comme une fuite, comme finalement de oui, voir. c'est ce que j'ai vu après. C'était une sorte de fuite et une fuite qui me permettait de récupérer. Et en fait, je me suis même arrêtée 15 ans de travailler pour élever mes enfants. Mais j'ai fait de la radio, j'ai écrit des bouquins, j'ai fait des tas de choses. Je peux m'autoriser, Judith, Oui. Qu'est-ce qui définit quelqu'un qui est concerné par ce syndrome Asperger ? Quels sont ses critères ? Parce que c'est ce que vous décrivez dans le livre. Oui. Collaborateur dit normal, vous immergez... Neurotypique, oui, voilà. va être confronté. Ouais. Et là, vous donnez des cas pratiques dans ce livre, et c'est ça qui rend ce livre passionnant. Il est en réunion, comment aussi gérer ses flux de pensée, parce qu'on n'est pas... Comment ça se définit? Alors déjà, ça ne se définit pas de manière générale. Ce qui est si difficile, c'est que c'est comme si vous aviez un puzzle avec des millions de pièces, et chaque personne est concernée par quelques pièces, mais beaucoup et tout le temps, déjà. Moi, si je vous dis, je n'ai pas du tout le sens de l'orientation. Après 50 ans dans ma ville, je me retrouve à me perdre toujours. OK ? On va me dire, oui, mais toutes les femmes, c'est comme ça. Moi, je suis comme ça. Pas du tout.
c'est pas ça. Donc, on a des particularités, toujours et beaucoup. Alors, les plus grosses, c'est des problèmes de communication. On n'est pas toujours au même niveau que les autres, on ne sait pas bien échanger tout le temps, etc. Je vous expliquerai pourquoi vous pouvez faire... Ce qui n'est pas notre cas, Femme là. et homme, c'est pas pareil. D'accord. Mais ce qui n'est pas notre cas, Judith, là, en ce moment. Non, pas du tout. Là, on parce est connectés. Femme et homme, c'est pas la même chose. Mais D'accord. je vous explique après. En fait, on a aussi des problèmes d'interaction sociale. Alors, je vais aller juste du côté des hommes, parce que Hans Asperger, qui depuis a bien été détecté comme un vrai nazi, hein, il y a plein de choses qui sont... Il y a un débat. N'a plus de débat. Donc, il n'y a plus des études scientifiques qui sont sorties, il n'y a plus de débat. Il n'avait que des jeunes garçons à sa disposition. En fait, il travaillait comme un psychiatre, hein, normal. Et après, il les envoyait en camp de concentration. Il était... donc, tout ce qu'il a trouvé, et il l'a trouvé, c'est vraiment... Ça correspond à des garçons. Mais Okay. concrètement, quels sont les critères qui vous caractérisent, vous, Judith, l'auteur de ce livre? Judith, l'auteur de ce livre, est une femme. Elle a des problèmes de communication, mais elle parle trop, au lieu de pas assez. Elle a des problèmes d'interaction sociale, mais elle est trop dans l'interaction sociale, alors qu'un jeune homme, un monsieur, c'est pas. Ok ? Et elle a des intérêts spécifiques et peut-être un petit peu des gestes. Oui. Il y a deux choses dans ce que vous me dites, et parce que ce livre, encore une fois, est un outil utile pour les managers, pour ceux qui gèrent des équipes, qui vont intégrer des personnes ayant ce syndrome d'Asperger. Il y a un décalage, il y a une notion de décalage souvent réel et fort. Oui, et quoi ? La notion de haut potentiel, d'un cerveau qui tourne tout le temps, qui offre des options que le cerveau neurotypique n'a pas ? Tout comme n'importe quel haut potentiel, enfin une personne qui pense de manière globale, parce que j'accompagne énormément de gens globaux aussi, mais ils ne sont pas obligatoirement Asperger. Il y a certains des Asperger qui ont ça, qui pensent en arborescence. Le temps presse malheureusement, Judith, parce que ce que vous dites est passionnant. En quoi, et là ce que je dis là n'est pas cynique, en quoi l'autiste Asperger a une utilité, en quoi il est utile à l'entreprise, en quoi c'est utile pour une entreprise, au-delà du caractère social, je dirais, d'inclusion, qu'est-ce qu'il apporte, l'autiste Asperger ? Il apporte de l'honnêteté, il apporte une vraie vision objective des choses, il apporte une puissance de travail qui ne va jamais se démentir, il apporte vraiment... le non-jugement. Il ne sait pas ce que c'est que la différence d'âge, il ne sait pas ce que c'est que la couleur, il sait, mais il s'en fiche pas mal. Il ne sait pas les classes sociales, tout ça. Un être humain est un être humain. Il n'a pas les mêmes critères que le neurotypique, finalement. Il n'y plaque pas les critères sociaux. Ça n'existe pas. Et là, l'erreur que tout neurotypique va faire avec un Asperger, tant qu'il n'est pas au courant et qu'il n'a pas bien compris à l'intérieur de lui, c'est projeter qui il est, le neurotypique, dans l'Asperger. Exact. Et il ne va rien comprendre, le pauvre, il ne sera pas bien à l'aise. Donc il ne faut pas le faire. Il faut rester à sa place et vous laisser dans votre... accepter ce que je vous dis. Je vous dis, vous pouvez me parler vraiment clairement et me dire ce que vous avez à me dire, même si ce n'est pas gentil, même si ça vous dérange. Je vais le prendre et j'en ferai quelque chose. Mais à la différence, ça vous blesse ou ça ne vous blesse pas ? Ça ne me blesse pas, c'est un fait. Et un collaborateur qui va dire dites-moi, cher collègue, quand je fais quelque chose, etc. Les autres vont me dire ah mais non, je ne peux pas te le dire, ça va te vexer, je ne peux pas te traiter comme ça et tout ça. Je te dis de me le dire. D'accord, mais pour qu'ils acceptent de le dire, c'est encore une autre paire de manches. C'est une autre étape. Juste un dernier mot, parce qu'il nous reste peu de temps. Situation 2, page 121. En cours de journée, votre collègue se met à tourner en rond en discutant tout seul, sans regarder personne. On sent aussi que chez la personne concernée par l'autisme Asperger, il y a ce besoin de retrait, vous l'évoquiez au début de l'échange, de s'isoler, de prendre des moments à lui. Parce que épuisement social. Parce que quand on est en interaction avec les autres... Ça fatigue. C'est épuisant. Même si c'est la famille, même si les gens qu'on aime vraiment, on veut être tout seul pour récupérer. Et ça, c'est encore tout un volet. C'est ce qui se voit le plus au travail, en fait. Donc ce moment de je fais un pas de côté, je m'isole, et il faut laisser la personne vivre ce moment-là. Ouais, et même le discuter, le décider ensemble, parce que la personne ne va pas s'isoler, la personne va faire comme les autres, et elle va être tellement épuisée qu'elle sera en burn-out, qu'elle sera même en burn-out autistique, et tout ça, c'est expliqué là-dedans. Donc c'est un livre essentiel pour à la fois comprendre les mécanismes, comprendre aussi la manière dont on se positionne, quelle attitude nous, les neurotypiques, devons nous comporter à l'égard de personnes qui sont intégrées. C'est passionnant de vous avoir rencontré, Judith. Merci beaucoup. Judith Sitruc, ce livre, édition Deboc, je ne l'avais pas précisé. Deboc. C'est l'éditeur. L'Asperger au travail, mieux comprendre une différence invisible, il faut le préciser, cette différence est invisible. Vous êtes une femme épanouie depuis que vous avez appris que vous l'étiez. Ah oui, c'est comme si j'étais libérée. Dans un jeu de société, de vidéo, on me dit « t'as droit à une deuxième vie ». Waouh,
Et j'adore les jeux vidéo, donc tout va bien. Deuxième vie à partir de 57 ans. Quelle joie. Merci beaucoup. Merci de nous avoir rendu visite, Judith. Et vous reviendrez peut-être nous en parler au cours d'un débat dans le cercle RH. Ce serait un vrai plaisir de vous réaccueillir sur notre plateau. On fait une courte pause. Le cercle RH, ce sont les experts de Smart Job pour balayer l'actualité. Comme chaque semaine, vous connaissez le rendez-vous. On va parler du RSA rebond, le donnant-donnant. Ça suscite d'ailleurs quelques polémiques. On parlera de la démission avec des chiffres de démission qui ont progressé. Puis on parlera aussi du travail en prison avec une visite du garde des Sceaux et de Thibault Guilluy, le haut-commissaire à l'emploi et aux entreprises avec une volonté d'accélérer l'emploi en prison. Voilà le programme. On fait une courte pause et j'accueille mes invités juste après. Le cercle RH et les experts de Smart Job comme chaque semaine, avec l'actualité évidemment cette semaine. Alors on va mettre de côté provisoirement le débat des retraites, puisque évidemment on est suspendu aux lèvres des sages du Conseil constitutionnel. 3 sujets aujourd'hui. Le RSA rebond, parce que le RSA tout le monde connaît, mais il y a le RSA rebond qui suscite un débat, un peu le donnant-donnant, on va en parler dans quelques instants. La démission qu'on n'appelle pas encore en France la grande démission, mais un chiffre qui progresse en matière de démission dans certains secteurs d'ailleurs, faut-il le préciser. Et puis Thibault Guilluy, et en particulier le garde des Sceaux, était en maison d'arrêt pour parler du travail en prison, qui est un outil de réinsertion. On va en parler avec mes invités. Véronique Reilsout, merci d'être là. Ravie de vous accueillir, présidente de Backbone Consulting. À vos côtés, Clara Lambert. Bonjour Clara, vous faites partie maintenant du cercle très fermé des experts de Smart Job, qui était un vrai privilège. Senior manager chez SIA Partners. Merci d'être là. Et Jean-Michel Garrigue, un des membres fondateurs de cette guilde, directeur associé en charge des RH chez BLB Associés. Bonjour Jean-Michel. L'expérimentation du RSA rebond, ça démarre dans l'heure. Juste un petit mot, parce que ce qui est intéressant avec Véronique, c'est qu'on a aussi la température des réseaux. Ça a suscité débat. Est-ce que ça fait réagir? Est-ce que cette question de « OK, une allocation, mais en échange, tu vas bosser ou faire un stage de 20 heures » Alors d'abord, c'est un sujet extrêmement politique. Certes RH, mais extrêmement politique. C'est un sujet qui clive énormément. Le RSA rebond n'est pas forcément très connu et il engage généralement sur un autre débat qui est le RSA des moins de 25 ans, alors qu'il n'y a pas forcément un lien entre les deux, mais c'est souvent associé. Il y a beaucoup de sujets autour du fait que le RSA des moins de 25 ans, ce serait un sujet. Et ensuite, il y a des gens qui sont pour, mais en plus petite quantité, ceux qui s'expriment. Et vous avez ensuite des gens qui sont plus dans une logique de comme si les gens qui sont RSA avaient fait le choix de. Et donc, il y a énormément de témoignages de personnes qui expliquent la réalité d'être au RSA. Ça n'est pas une bonne nouvelle. On ne le fait pas parce qu'on est des feignants. Et voilà. Donc, il y a plein de clichés qui sont échangés. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de volume, mais par contre, c'est extrêmement marqué et extrêmement clivant quant au débat. Jean-Michel Garrigue, ce débat politique qui est un débat RH. Mais le débat du RSA, c'est les départements gèrent, pour juste se rappeler quelques éléments, ils payent ces allocataires du RSA, dernier rempart, puisque ce sont des personnes qui ont quitté Pôle emploi pour la dernière et ultime allocation. Est-ce qu'il semble logique? Est-ce qu'il vous semble logique? Parce que cette question, elle est posée, ça démarre dans l'heure, qu'il y ait cette idée de remettre aussi ces personnes au travail et que ça ne soit pas finalement un revenu universel, mais véritablement une allocation de retour à l'emploi. Parce que c'est le débat qui est posé aujourd'hui. C'est un vieux marronnier. Des heures de travail contre des allocations, ça avait déjà été évoqué lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. L'année dernière, on avait réévoqué le sujet et à l'époque, de mémoire, une grande majorité des Français dans les sondages étaient favorables. Je crois de l'ordre de 80% des personnes interrogées étaient favorables à l'échange RSA, si j'ose dire, contre un nombre d'heures de travail par semaine qui n'était pas encore déterminé. Donc un sujet qui pour l'instant était plutôt consensuel, qui a été un peu mis de côté pendant toute la période de la réforme des retraites et qui ressort opportunément aujourd'hui. Le danger, me semble-t-il, c'est que dans cette période un peu électrique que nous vivons depuis de nombreux mois, ce sujet qui était consensuel l'année dernière le devienne beaucoup moins, simplement parce qu'il faut saisir des prétextes de rébellion collective. L'État, quand même, ouvre le chéquier 1 milliard pour l'année 2023, 2 milliards
pour l'année 2024. Qu'est-ce que vous en pensez de cet enjeu? Parce qu'il y a déjà une expérimentation très concrète qu'on appelle le contrat engagement jeune. Pour les jeunes qui ont décroché totalement et qui ont quitté l'école, il y a ce contrat, c'est-à-dire du stage, une volonté de prendre une filière. Tout à l'heure, on parlera de la démission, en échange d'une allocation pour ces jeunes qui n'ont pas de revenus. Est-ce que ça vous semble être une bonne idée? Parce qu'il y a un débat qui est posé sur le plan politique. Moi, je pense qu'il faut s'interroger du point de vue des bénéficiaires, mais aussi du point de vue des entreprises qui vont les accueillir. Et cet enjeu pour les entreprises, c'est l'enjeu du retour à l'emploi des personnes qui en sont éloignées. C'est donc un enjeu de diversité. Cet enjeu de diversité, c'est un enjeu pour eux en tant qu'acteurs engagés, en tant qu'entreprise citoyenne. Et là, on va les interroger en tant qu'employeurs. C'est aussi un enjeu qui s'inscrit dans un contexte tendu, dans lequel les entreprises ont besoin de ressources. Et donc, elles vont devoir aller chercher des profils plus variés. D'où le débat politique, je m'autorise. Exactement. Certains disent, mais c'est trop facile, parce que vous allez chercher finalement des emplois au rabais, parce que c'est ça qui est posé sur la table. Et d'où le débat politique. Néanmoins, une grande partie des Français, j'ai le sentiment qu'ils sont mûrs. Alors, je sais pas même les gens qui sont en RSA ne sont pas forcément contre. Exactement. Ça devient juste, et vous avez raison, dans le contexte actuel, c'est particulièrement inflammable. Ça devient un sujet politique beaucoup plus que ça ne l'était il y a quelque temps, au point où d'ailleurs on rappelle régulièrement les montants. Et quand je vous parlais de témoignages, vous avez beaucoup de gens qui sont en RSA qui disent mais moi je ne demande qu'une chose, c'est effectivement retourner à l'emploi, mais est-ce que ce sera des vrais emplois, est-ce que ça va fonctionner? Et globalement, dites-vous bien que aujourd'hui c'est 607 € puisque ça a été révisé au 1er avril, mais on ne vit pas bien avec 607 €, donc non, je n'ai pas envie de rester au RSA toute ma vie. Donc ils sont plutôt dans les 80% que vous évoquiez. Un petit mot côté employeur, parce que vous soulevez le débat des employeurs. La question qui est posée, c'est stage, débat de la formation, quid de la formation, parce que beaucoup sont prêts à revenir, mais certains, et on le voit dans les statistiques, sont très éloignés de l'emploi depuis longtemps. Ces questions-là sont posées sur le plan RH. Les entreprises se disent, moi j'ai quand même besoin de quelqu'un qui produise de la valeur. Je ne suis pas un centre de formation. Enfin, cette question-là, elle est aussi posée. L'enjeu central pour l'entreprise, c'est la compétence. Donc il faut faire que cette diversité de profils soit la bonne compétence pour le bon poste au bon moment. Pour ça, il faut du temps. C'est des accompagnements qui doivent s'inscrire dans la durée avec, comme vous le dites, non pas des emplois précaires, mais des emplois de qualité. Ensuite, il faut travailler sur la confiance. Facile à dire, plus difficile à faire. Exactement, très difficile à faire. Il faut travailler sur la confiance et sur la montée en compétences, qui est d'abord un savoir-être, la plupart du temps. Nous sommes d'accord. Il faut un accompagnement global qui permet de lever certains freins sociaux. État ou entreprise, Clara? Non, je m'autorise parce que l'entreprise dit attendez, c'est pas à moi de le faire. Justement, c'est la bonne question de la limite de la responsabilité de l'entreprise, et c'est ce qui oblige à travailler avec un écosystème d'acteurs spécialisés, parce que l'entreprise ne pourra pas répondre à l'ensemble des problématiques. Mais Jean-Michel, vos RH, tout le réseau auquel vous êtes connectés se disent attendez, nous effectivement, on est en pénurie de salariés, on ne trouve pas nos talents, on ne trouve pas nos collaborateurs. Mais pour autant, est-ce qu'ils sont prêts à avoir cette main tendue à l'égard des allocataires du RSA, qui pour certains sont très mobilisés, mais effectivement très éloignés de l'emploi, même dans le savoir-être, même dans l'évolution du monde de l'entreprise? Vous vous souvenez que pendant une époque, on avait eu envie de subordonner le maintien des allocations de chômage à l'acceptation d'un emploi. Au bout de 3. Au bout de 3, c'est ça. Voilà, on est un peu dans le même système, si vous voulez. Quels sont les emplois qui vont être réservés à ces allocataires du RSA? Enfin, il ne faut pas se leurrer. Enfin, l'idée que j'en ai, c'est que ce ne seront pas des emplois de grande qualification. C'est les emplois des secteurs de la démission. Des emplois subalternes, voire des emplois même de complément sur des activités qui peuvent n'avoir rien à voir avec la formation des personnes qui bénéficient de RSA. Mais peut-être utile, excusez-moi, je me fais l'avocat du diable, mais peut-être utile pour retrouver un peu de dignité, pour retrouver un peu l'idée que ma vie ne sert pas à rien, quoi. Mais des métiers dans la santé, l'accompagnement enfin, tous les métiers pour lesquels on a besoin, l'emploi à domicile, enfin, des métiers un peu subalternes, mais pour lesquels actuellement on manque cruellement, je dirais, de gens qui veulent exercer ces métiers. Je vois bien
un rapide calcul d'adéquation entre une offre abondante et une demande qui va apparaître. Et on peut craindre effectivement de ce point de vue-là qu'on ne tienne pas compte des formations de base et des compétences de base des personnes en RSA, mais simplement de dire on a des besoins à un endroit, on a des ressources à un autre, on va essayer de les mettre en adéquation. Donc il y a un débat sur la formation et sur le coût pris en charge de la formation et de l'accompagnement. D'ailleurs, on tourne la page, mais c'est intimement lié. Les chiffres et papiers des Échos sur les augmentations du nombre de démissions qui commencent sérieusement à inquiéter le ministère du Travail. Alors, c'est pas la grande démission à l'américaine, mais ça progresse. Qu'est-ce que disent les internautes et qu'est-ce que disent finalement les Français sur ce sujet? Est-ce qu'il y a un ras-le-bol, non pas du travail, mais des conditions de travail? Alors, il y a un ras-le-bol des conditions sur tout travail, une recherche de sens. On sort du Covid où les uns et les autres ont découvert un autre rapport au travail. Et surtout, ça n'est plus quelque chose de compliqué à gérer. C'est-à-dire qu'avant de donner sa démission, on cherchait un autre emploi, on se disait, voilà, on en parlait pas tant que ça, et on était plus sur un sujet de turnover et d'évolution de carrière. Là, vous avez même des sites qui se sont créés. Il y a un site qui s'appelle voilà, je donne ma démission. Eh bien, je donne ma démission.fr. Ça vous explique comment on fait. Vous pouvez même donner votre démission en direct. On vous écrit les courriers. Enfin voilà, c'est devenu quelque chose de courant quand vous rencontrez quelqu'un. On crée un business sur la démission. C'est un business à part entière avec une réalité qui est, oui, les gens ils cherchent du sens. Alors il y a eu plein d'initiatives d'entreprises, à commencer par les conséquences de la loi Pacte avec les sociétés à mission et la raison d'être qui donne une raison d'y être. Qui reste très minoritaire encore. Mais qui reste quand même très minoritaire. Et globalement, on a un sujet qui est certes le salaire, mais vous avez une partie de la population qui se dit, puisque l'offre et la demande sont des avantages, le marché est souple. Et donc je vais chercher un meilleur salaire. Et puis vous avez des gens qui ne sont pas heureux dans leur travail, qui se posent des questions, et qui se posent des questions sur leur vie, plus encore que sur leur travail, qui est j'irais bien à la campagne, très existentiel, en télétravail. Et donc c'est plus compliqué que ça. Puis après, vous avez des secteurs d'activité où ces nouvelles aspirations ne sont pas possibles. On y vient. Vous avez besoin des gens sur le terrain. Deux informations, Véronique, pour prolonger. 9,6% quatrième trimestre 2019, ça c'était le volume de démission par rapport aux effectifs en poste. Et on est passé au quatrième trimestre 2022 à 11,4%. Alors évidemment, ça n'a pas doublé, mais ça progresse. Et les volumes de démission par rapport aux effectifs par secteur, et là ça devient intéressant, l'hébergement, la restauration, donc on évoquait tout à l'heure les allocataires du RSA, le commerce, la construction, les services aux entreprises et l'industrie, qui crée un petit paradoxe, puisqu'on a un ministre qui nous dit qu'on n'a jamais autant fait d'industrie et créé d'entreprises. C'est quand même un secteur sur lequel on manque de postes et on démissionne. Jean-Michel, et après Clara. Ce sont des secteurs dans lesquels l'offre est très importante et on manque de bras. Donc, ce sont des secteurs dans lesquels on peut dire que, d'une certaine manière, le rapport de force se rééquilibre. Il est plus facile de donner sa démission dans des secteurs comme l'hôtellerie-restauration, le bâtiment ou le commerce. 2 jours après, j'ai un job. Dans lesquels, je dirais, il y a énormément de postes qui ne sont pas pourvus. C'est quand même beaucoup plus facile. Si vous regardez le détail, il y a des secteurs d'activité dans lesquels l'offre est assez réduite, voire faible, et dans lesquels ce pourcentage est beaucoup moins important. Enfin, on en revient, excusez-moi Jean-Michel, et Clara, côté SIA Partners, doit avoir quand même une analyse sur les conditions de travail. Parce qu'on entend bien les discussions de café, en l'occurrence, de salariés qui disent « mais je ne veux plus bosser jusqu'à 1h du matin, le télétravail, j'y ai pas droit ». Enfin, tous ces sujets-là impactent ces salariés. C'est pas des cols blancs, ça. C'est sûr que l'entreprise, elle doit travailler à être plus attractive et à mieux retenir ses talents. Donc, elle doit travailler même pour le bar tabac du coin de la rue. Parce que, vous voyez, là... Chacune des attentes de ses collaborateurs. Vous avez cité l'équilibre vie pro, vie perso, en numéro 1. Il y a aussi les opportunités de développement. Il faut repenser les parcours de carrière pour aider à se projeter plus longtemps. Clara, je ne vais pas vous interrompre, mais le patron, je mets un grand patron de la restauration, il a 3 restaurants, il a 35 salariés, parmi lesquels des cuisiniers. C'est compliqué pour lui, en fait. Dans sa réalité du quotidien, il a un planning, il a des plats à sortir. Ça marche dans les grands groupes, ça? Non, enfin, c'est compliqué après, pour la PME, ça. C'est compliqué. C'est les emplois que vous avez cités, c'est ce qu'on disait, ce sont des emplois où vous devez être présent. On voit que les gens ont envie d'un autre mode de vie, se poser des questions sur le télétravail, aller en province, et quand vous devez être présent, c'est plus compliqué. Du coup, ils doivent trouver des solutions. Les solutions, elles sont le salaire. Et dans les conditions de travail, il y a une piste qui est extrêmement
testée en ce moment et qui rejoint votre sujet de planning et de complexité, c'est la semaine des 4 jours. Exact. Et la semaine des 4 jours, c'est une façon de montrer, ok, donc ça ne sera que 4 jours. Ça veut dire double équipe pour le mais ça restaurateur. veut dire double équipe pour le Attention, restaurateur. c'est un coup. C'est très compliqué La à gérer. flexibilité, Un mot, si Clara. elle n'est pas sur le lieu, elle va être sur le temps de travail. On est d'accord, mais il y a quand même des enjeux forts avec, parce que les Français sont sensibles à l'hôtellerie et à la restauration, et que quand un hôtelier ferme la moitié de ses chambres parce qu'il n'a pas les femmes de ménage pour les nettoyer, ça a des enjeux. Fermons ce débat passionnant et ce sujet par les prisons, parce que c'est un sujet qu'on a traité sur ce plateau avec des associations très engagées, avec le président des entrepreneurs, Pierre Guillet, entrepreneur et dirigeant chrétien qu'on salue, dont l'entreprise d'ailleurs donne de l'emploi à des détenus, des petits capteurs électroniques qui traitent sur les questions de gaz, de mémoire. Ça, c'est intéressant parce que Dupond-Moretti, en prison, avec Thibaut Guilluy d'ailleurs, disent qu'il faut accélérer. C'est l'outil d'insertion, mais là aussi, excusez-moi, mais je traite ce sujet-là depuis 20 ans. J'en parle depuis 20 ans. C'est l'outil d'insertion, sauf qu'il n'y a pas de travail en prison. C'est ça, ça rejoint les stats qu'on donnait sur le RSA, c'est-à-dire que les Français sont d'accord. On est tous d'accord, hein ? Trouvent que c'est très bien. Si ça n'est pas au détriment des Français qui sont dehors, c'est le petit bémol qu'ils mettent. Les prisonniers sont d'accord, mais c'est un sujet de conditions de travail, de réalité de l'offre, de la réalité aussi des conditions de vie qui sont souvent rappelées par les prisonniers en disant oui, un boulot, mais déjà mon quotidien en tant que prisonnier et l'état des prisons fait que. Donc oui, c'est un marronnier qui est plutôt bien accepté dans l'opinion publique, mais globalement, il n'y a pas de solution. Ça ne peut concerner par définition que des activités de production. Clairement. Pas des activités de service. Or, les secteurs dans lesquels on manque le plus de bras sont des secteurs pour lesquels, par définition, il faut être proche. L'hôtellerie-restauration, le bâtiment travaux publics, le commerce. Donc, tous les métiers ne sont pas accessibles à l'emploi en détention. C'est compliqué, oui, c'est vrai. Voilà, il faut que ce soit des emplois qui sont essentiellement de production, l'empaquetage, de production, de mise en forme, de préparation, etc. Donc ça limite le nombre d'emplois concernés, et ça demande effectivement des entreprises qui acceptent de dégager du temps et des capacités de travail pour les mettre en prison, comme le cas de Pierre Guillet, vous avez cité. On a reçu quelqu'un d'ailleurs il y a quelques mois qui a ouvert un call center dans une maison d'arrêt, je crois, à Bapaume, puisqu'il était notre invité il y a quelques mois, et il nous a expliqué quand même le parcours du combattant, parce que c'est pas si simple, l'accès à Internet, le câblage, et je crois que son call center est ouvert. Sur ce sujet de l'insertion, parce qu'il y a un vrai débat aujourd'hui de la pénurie d'emploi, mais je me rappelle d'un documentaire américain qui expliquait qu'en fait, les entreprises automobiles avaient préféré transférer l'emploi dans les prisons, parce qu'au lieu de les payer 5 $, ils les payaient plus que 3, et qu'il y avait en fait un effet d'aubaine. Il y a aussi ce risque, l'air de rien. Bien sûr. Pour moi, pour ça, la logique de rencontre, elle est vraiment importante. C'est vraiment un point d'entrée. La méconnaissance, c'est ce qui crée l'indifférence et la perception qu'il y a un risque ou une complexité, que finalement, il y a peu de possibles pour déclencher ces logiques d'insertion. Donc, il faut multiplier les rencontres des acteurs de l'entreprise avec cet autre monde et les acteurs spécialisés qui l'accompagnent. Il faut quand même préciser que les détenus, pour la plupart, sont des gens qui ont un emploi, qui ont un métier, qui ont une activité. La réalité, c'est quoi, Jean-Michel ? C'est de trouver un peu plus de souplesse, mais en même temps, c'est très contradictoire, parce que par essence, une maison d'arrêt ou une centrale, par essence, il n'y a pas de souplesse, puisque c'est un lieu de détention. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ça répond aussi à une problématique sociétale, qui est la problématique de la réinsertion, et donc de la diminution du risque de récidive. De récidive, clairement. Qui est une thématique qui, aujourd'hui, plus que jamais, sensibilise les Français, les heurte même quand on se rend compte que des gens qui ont été libérés de prison récidivent sur des viols, des meurtres, etc. J'ouvre une parenthèse, vous avez cité tout à l'heure le cas donc, de Pierre Guillet, le président d'Entrepreneurs et dirigeant chrétien. Lui, il est quand même très original dans sa démarche parce que son activité de production délocalisée en centrale concerne des condamnés à perpétuité. À perpétuité, dont un homme qui s'appelle Jésus, pour être précis. Donc des gens qui, par définition, ne sortiront pas du tout, ou en tout cas ne sortiront pas avant un très long délai, très tard. Et donc c'est une démarche qui est aussi différente, parce qu'on pourrait considérer que ceux qui passent peu de temps en prison... Pour eux, on réserve les emplois. On réserve les emplois en disant, on les met tout de suite dans une phase, je dirais, qui intellectuellement c'est le niveau aide supérieur. à la réinsertion. Exactement. Parce qu'il y a l'idée aussi de maintenir la dignité des détenus en longue peine. Privé de liberté est une chose, privé de dignité. Dignité en est une autre. Si on terminait sur ces mots,
C'est joli. C'est une très jolie phrase. Merci à vous trois. Merci à vous, Clara Lambert, senior manager chez SIA Partners. C'était un plaisir. Merci à Jean-Michel Garrigue, BLB associé. Et merci à Véronique Reilsoult avec un livre à sortir. Vous viendrez nous le présenter. Présidente de Backbone Consulting. On termine avec Julien Breuil et Fenêtre sur l'emploi. Il fait toujours des analyses pour essayer de savoir, on en est où d'ailleurs du salariat? Ça plaît toujours? Vous allez voir, oui, le salariat est toujours plébiscité. C'est Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission avec Julien Breuil, directeur des relations entreprises du groupe EDC Business School. Bonjour. Bonjour Julien, ravi de vous accueillir. Alors, il y a un vrai débat parce qu'on a souvent sur ce plateau des personnalités, des experts qui nous disent bascule du travail vers l'entrepreneuriat, l'auto-entreprise, c'est fini le travail. Vous, là, dans ce que vous allez nous dire, vous nous dites quand même le salariat se porte plutôt bien. Alors en tout cas, statistiquement, le salariat se porte plutôt bien. Ce n'est pas d'ailleurs les dernières données qui ont été publiées ce jour qui viendront démontrer le contraire. Alors c'est vrai qu'au démarrage, si on se remonte d'ailleurs au début du quinquennat, on a beaucoup parlé de la Startup Nation. La réalité, c'est qu'effectivement, d'un point de vue très statistique, il n'y a jamais eu autant de salariés en France, puisqu'on est à 26,5 millions. Donc c'est un chiffre qui est excessivement important. Et que la part du salariat, elle reste quand même largement majoritaire. 87 et 89%. Donc il y a un petit effet d'optique, un médiatique. On nous dit, attends, il y a plus. En fait, non, c'est le salariat qui domine. La réalité, statistiquement, c'est que le salariat est largement majoritaire, mais qu'en parallèle de ça, si le volume de salariés progresse, on a quand même une progression également des entrepreneurs, mais c'est aussi lié au contexte économique qui est plutôt bon, lié au marché de l'emploi. Alors, on reviendra sur les bémols et sur une réalité qu'on peut un peu plus matiner, mais il y a quand même des enjeux assez forts d'appartenance, d'engagement. Ça, c'est assez fort, c'est les chiffres APEC. C'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'il y a quand même encore une attractivité vis-à-vis du salariat et que le volume de salariés est quand même conséquent. C'est-à-dire que dans un premier temps, on se rend bien compte que les salariés français, et particulièrement les cadres, restent attachés à leur entreprise. Il y a ce sentiment d'appartenance, comme vous le disiez. 80% d'entre eux nous disent, voilà, j'ai une appartenance, je me sens plus ou moins utile ou autre. Et puis, dans un deuxième temps, il y a cette sensation, ou en tout cas cette perception, que pour eux, le salariat a une image positive encore, quelles que soient les typologies de génération, parce que ce soit pour les moins de 35 ans, ou les plus expérimentés, on va dire ça comme ça. Les seniors, pour pas dire senior. Voilà, vous ne voulez pas dire senior. Globalement, ils ont une vision positive du salariat. Donc, on est quand même très loin d'un basculement total vers de l'entrepreneuriat ou du freelance. Alors, maintenant, matinons un peu, parce que la réalité est un peu plus mesurée. Oui, parce qu'on parle de salariat, on parle d'une réalité statistique. Dans le même temps, on n'a jamais vu autant de gens vouloir démissionner. 51% on l'évoquait il y a quelques minutes. Démissionner. Je crois qu'il y a une information qui a été publiée ce matin. Plus de 2 millions de personnes ont démissionné dans l'année et un record sur le 4e trimestre. Donc ça prouve quand même qu'il y a une certaine insatisfaction dans l'entreprise ou en tout cas dans le salariat, si on extrapole un peu. Et puis dans un deuxième temps, il y a une volonté de mobilité. Et cette mobilité, elle est dans le salariat ou à l'extérieur. 29% nous disent « je voudrais potentiellement faire du freelance ». 31% nous disent « je voudrais créer des entreprises ». Et cette notion de freelance, elle est sans doute étroitement liée aussi potentiellement au gros dynamisme des métiers liés au digital, puisqu'on a énormément de profils qui peuvent potentiellement se lancer dans le freelance dans ces métiers. Ce freelancing sur CIFOP, ce sont vos sources, c'est vous qui compilez toutes ces données. Il y a quand même l'idée aussi des seniors qui avait été posée, de beaucoup de seniors qui disent après tout, moi je veux continuer à travailler, mais en consultant en freelancing. Alors c'est vrai que ça fait écho aussi potentiellement à la réforme des retraites. Bien sûr. C'est-à-dire que quand on arrive à plus de 55 ans, bien sûr on peut continuer dans une grande entreprise, on peut aussi partir pour X raisons vers une aventure plus entrepreneuriale. Voilà, ça amène différentes... Julien, un dernier mot pour conclure cette chronique. Salariat, entrepreneur, dites-vous, agissent en effet miroir. Qu'est-ce que vous entendez par là? Si on analyse un peu les résultats, on s'aperçoit que l'attractivité du salariat fait écho aux écueils de l'entrepreneuriat et vice-versa. On s'aperçoit que notamment sur les plus jeunes, on a une large partie d'entre eux, 46%, qui voudraient accéder au freelance ou à l'entrepreneuriat et qui en fait le font parce qu'ils veulent être leur propre patron. Et le principal écueil en général dans le salariat, c'est le fait d'avoir un manque d'autonomie. On a la même analyse avec la volonté pour les plus jeunes souvent d'avoir un métier passion et le principal écueil souvent dans le salariat ou dans une grande entreprise,
potentiellement, c'est l'aspect routinier. C'est Donc, il y a ça peut-être l'enjeu, une hein. Exactement. Donc, Des il y a- salariés qui veulent avoir plus d'autonomie. Exactement. Ils veulent garder le statut, mais être autonomes. L'autonomie est toujours un des sujets prioritaires, effectivement, dans l'évolution, notamment des métiers. Alors, il y a peut-être une solution intermédiaire. C'est effectivement la possibilité, et c'est ce que dit d'ailleurs l'une des études, pour 43% des cadres, c'est d'être, pourquoi pas, à mi-temps dans une entreprise et à mi-temps sur une solution de freelance. On voit d'ailleurs certaines grandes Ça se entreprises développe, ça. qui, justement, donnent l'opportunité à leurs salariés d'avoir une activité ou en tout cas d'avoir des missions pendant leur temps de travail, une journée, qui est plutôt liée à leur démarche personnelle. Oui, c'est vrai, même avec du mécénat de compétences. Exactement. Voilà, on déploie l'entreprise dans des associations, Exactement. qui donnent aussi un peu d'ouverture pour tous ces cadres. Et qui permet de fidéliser, accessoirement aussi pour les entreprises. Merci Julien d'être venu nous Merci. rendre visite comme chaque semaine ou presque, directeur des relations entreprises groupe EDC Business School. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Raphaël à la réalisation, merci à Julien, à Thibaut pardon pour le son, merci à Nicolas Juchat et merci à Alexis, l'équipe de programmation qui m'accompagne dans cette belle émission. Merci et à demain, bye bye.